Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Nous arrivons au site-rep numéro 98, nous sommes le 7 juillet 2018 et il y a quelques remarques à faire sur le bilan de la semaine, une en particulier, donc je vais te laisser commencer. Ouais. Donc on a eu un calme relatif, j'y viens relatif, suite à la nouvelle trêve qui a été instaurée, je le rappelle, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, enfin en fait le 1er juillet à minuit 1 heure de Kiev, puisque du 30 juin au 6 juillet, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu RPD à 49 reprises, donc plus ou moins la même chose que la semaine dernière. Mais on va montrer un petit graphique qui montre qu'en fait c'est très très variable. C'est-à-dire, bon, le jour même après l'entrée de la trêve en vigueur, l'entrée en vigueur de la trêve, on continue à tirer. On a eu un jour à 0 où il n'y a pas eu de violation du cessez-le-feu, comme à chaque fois de toute façon qu'on fait une nouvelle trêve. Et puis après on a eu un jour à 25. Ouais, mais justement, je vais faire un petit commentaire. Ouais. Et tu sais déjà de quoi je vais parler. Ouais. Dans cette semaine, je crois que c'était du 1er, c'est ça, du 1er juillet. Du 30 juin au 6 juillet. Du 30 au 6 juillet, il y a une journée, et je pense d'ailleurs pas avoir un tel bilan par jour aussi élevé depuis longtemps. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas atteint ces scores-là. Et comme par hasard, les 25, ils nous les ont fait quand? Le 4 juillet. Alors pour ceux qui sont pas très férus parmi nos auditeurs d'histoire internationale, donc le 4 juillet c'est la fête de l'indépendance aux États-Unis. Voilà. Et Independence Day, le fameux Independence Day. Et on remarquera, on va remettre le graphique, que les 2 jours d'après ont été extrêmement réduits par rapport à ce jour-là. Ouais, beaucoup plus calme. On a vraiment un pic à 25 au milieu d'une semaine relativement calme. C'est d'ailleurs à cause de ce pic qu'on reste presque au même niveau que la semaine passée, alors que le reste de la semaine avait été relativement calmé par la nouvelle trêve. Alors, est-ce que ce serait l'initiative de certains membres de l'OTAN, en particulier américains, présents secrètement sur le front du Donbass, qui aurait initié ce genre de saloperie? Soit ça, soit les soldats ukrainiens qui essayent de faire plaisir à leur patron en bon caniche. Oui, on verra d'ailleurs que ça se confirme sur d'autres sujets, que Washington tire les ficelles derrière Kiev. Oui. En tout cas, lors de ces 49 violations, l'armée ukrainienne a tiré donc les 2 missiles anti-chars philo-guidés dont on avait parlé la semaine dernière, puisqu'ils avaient été tirés le samedi. Et donc l'armée de la RPD fait les calculs à chaque fois du samedi au vendredi. On va en reparler d'ailleurs de ce tir de missile anti-chars philo-guidés. 54 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on a une chute drastique par rapport à la semaine dernière, sans compter bien sûr tout ce qui est tir de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, système de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, qui portent au total à 220 munitions tirées en une grosse semaine, donc on est à moins que la semaine dernière quand même. Ces tirs ont touché 18 localités de la République et il faut rajouter les 6 violations du cessez-le-feu et les 74 munitions tirées durant les dernières 24 heures. Donc on voit que ça repart quand même tout doucement, parce que là en 24 heures ils ont tiré l'équivalent d'un tiers de la semaine, donc oui. Pas top quand même. Non, c'est clair. On avait parlé la semaine dernière de ce chauffeur de camion militaire qui avait été blessé par donc ces fameux tirs de missiles anti-chars philo-guidés. Donc, je rappelle, c'est un camion qui, contrairement à ce que raconte la propagande ukrainienne, ne transportait pas des munitions vers les positions, mais de l'eau. Il y avait une énorme citerne bleue sur le camion. Tu pouvais pas le louper. On avait parlé du fait qu'il avait été grièvement blessé. Malheureusement, ses blessures étaient trop graves et il n'a pas survécu. Donc on a ce qui nous fait donc un soldat de la RPD mort cette semaine. Et une habitation a aussi été endommagée donc la nuit dernière à Dokuchaïevsk. Donc c'est pour ça que je commence à dire que bon, la trêve elle aura vraiment pas vécu longtemps. Oui. Voilà. Donc le calme aura été tout à fait relatif et tout à fait temporaire. Sur le front, en tout cas, au niveau méthode, l'armée ukrainienne utilise de plus en plus des méthodes dignes des terroristes de Daesh en Syrie. Donc je vous avais parlé de mon voyage à Safranka d'une grosse semaine. Donc j'ai pu constater sur les positions de l'armée de l'RPD donc la présence d'une grenade Vogue 17 non explosée, qui au lieu d'être tirée avec un lance-grenade, ce qui est normalement le mode d'utilisation de cette grenade, elle avait été larguée par un drone de l'armée ukrainienne.
Elle était tombée juste à côté d'un soldat, à côté de sa tête. Alors, heureusement qu'elle n'a pas explosé, sinon il serait mort. Alors le pourquoi de cette méthode qui est extrêmement vicieuse, c'est que en fait t'as pas de bruit de tir, donc les observateurs de l'OSCE ou du CCCC ne peuvent pas enregistrer qu'il y a un tir venant du côté ukrainien, puisqu'il n'y en a pas. Le seul bruit que t'entends, c'est l'explosion une fois qu'elle t'explose à côté de la tête. Et les soldats de l'RPD n'ont pas le temps de se mettre à couvert parce qu'ils entendent rien avant que la grenade explose à côté d'eux. Puisque tu n'entends pas le tir, tu t'attends pas en fait à te prendre une grenade sur la tête. Voilà. Vu les descriptions que m'ont donné les soldats et que c'est pas la première fois et qu'à chaque fois les grenades atterrissent vraiment juste à côté des soldats, je pense que les soldats ukrainiens filment en fait en direct en même temps qu'ils font leur petit largage. Donc ils visent délibérément quoi, tu vois. Enfin, vraiment, ils larguent pas au pif comme ça. Hein. Voilà. Donc moi, c'est une méthode qui, moi, me fait quand même énormément penser à celle des terroristes en Syrie. Hein. Tu me confirmeras, mais qui, je rappelle, aussi ont une petite tendance à transformer les drones en armes à coups de grenade ou d'explosifs pour attaquer l'armée syrienne ou les bases de l'armée russe. Hein. Absolument. Voilà. Bon, quand on sait que l'Ukraine a les mêmes patrons que ces groupes terroristes, il y a... Pour ma part, rien d'étonnant à retrouver les mêmes méthodes dans l'armée ukrainienne que chez Daesh ou le groupe Jaïch al-Islam, anciennement le front al-Nusra, qui était donc la branche locale d'Al-Qaïda, pour rappel, pour ceux qui... Oui. Il y a sûrement aussi une similitude des équipements, ce qui a fait dire à la Russie, concernant les précédentes attaques sur la base de Khmeimim, en Syrie, que ça pouvait pas être les terroristes qui avaient été à l'origine de la fabrication de ces drones. Voilà, c'est assez artisanal. Bon, c'est à l'ukrainienne. C'est-à-dire ce qui fait à mon avis que la grenade n'a pas explosé. On mettra une jolie petite photo. Donc ils avaient mis un petit cône en bois avec une espèce de section de tuyau en aluminium en guise de stabilisateur. Ils avaient scotché ça, ils collé ça avec du scotch, un peu de colle et puis un poids. Pour servir de percuteur en fait et de lest. Bon, ça n'a pas marché. Ouais. Donc bon, c'est du bricolage à l'ukrainienne. Bon, ce qui est un petit peu plus problématique quand même, c'est que là c'est des méthodes terroristes qui sont utilisées par un État qui est quand même reconnu par l'ONU. C'est pas l'État islamique, c'est l'Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine est membre actuellement du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, qu'elle est censée respecter un certain nombre de traités et conventions des droits de l'homme, les traités sur... Voilà, le droit de la guerre, les lois de la guerre, tout ça. C'est ça. Et en plus, c'est un État qui est soutenu et financé par les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, etc. Moi, je pense que c'est quand même peut-être temps que l'Occident revoie un petit peu les États et les groupes qu'elle soutient dans le monde, parce que à force de financer des terroristes, qu'ils soient étatiques ou islamiques... Oui, je veux dire, avec le temps qui passe, on a de moins en moins l'illusion que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font ou ce que leurs proxys font sur le terrain, quand même. Alors la prochaine fois, c'est pas la peine qu'ils viennent jouer les vierges effarouchées quand la Russie vient leur dire qu'au lieu d'aller donner des leçons de démocratie ou de lutte contre le terrorisme, entre autres à la Russie, ça peut-être bien d'aller balayer devant leur porte. Oui. Voilà, là ils font un tractopelle, quand même. Voilà. Alors, l'autre petit truc qui m'a fait un petit peu rire jaune quand j'étais sur place, c'était la propagande de Kiev, puisque donc suite à mon reportage que j'avais publié début juin, et en fait donc une partie avait été reprise par Rossiya 24 avec mon autorisation, donc les gens de Rossiya 24 m'avaient demandé si ils pouvaient reprendre mon contenu et j'aurais donné les fichiers sans aucun problème. Alors Christelle, avant que tu ailles plus loin, je suis désolé de t'interrompre, mais il faut que les gens sachent de quoi il s'agit cette télévision-là. Rossiya 24, c'est l'équivalent de TF1 en France, pour la Russie. C'est en fait... oui et non, parce que c'est pas une chaîne privée, c'est une chaîne d'État. Donc ça serait une espèce d'équivalent du groupe France Télévisions. C'est-à-dire t'as Rossiya Adin, t'as Rossiya 24, puis t'as d'autres petites chaînes comme ça. Donc c'est l'équivalent de France Télévisions. Mais en termes d'écoute. En termes d'écoute, c'est TF1, effectivement. Donc c'est une chaîne extrêmement importante. Je connais ici leurs journalistes, très bien. Donc quand ils m'ont demandé est-ce que vous n'avez pas eu l'opportunité de se déplacer jusqu'à Saranka, donc ils m'ont demandé est-ce qu'on peut utiliser tes fichiers. J'ai dit pas de problème, voilà les fichiers. Allez-y, vous pouvez publier. Donc ils avaient publié avant moi, parce que moi je devais faire tout le sous-titrage, ce qui prend du temps. Oui.
Et en fait, est tombé sur ce reportage de Rossiya 24, la chaîne ukrainienne ICTV, qui n'a pas pu s'empêcher de hurler à la fake news de l'occupant russe, en disant qu'il n'y avait pas eu de bombardement de la part de l'armée ukrainienne, que c'était faux. Et là, Bardaf s'est lambardé, parce qu'il n'y a pas de chance pour la chaîne ICTV. Si sur la vidéo diffusée par Rossiya 24 ne figuraient que les dégâts consécutifs à ces bombardements, sur mon reportage complet, qu'on mettra en lien, se trouvent les enregistrements vidéo en direct, entre guillemets, de ces bombardements, puisque j'ai filmé pendant que l'armée ukrainienne tirait sur le village. Voilà. Donc sur sa vidéo, le public, notre charmante audience, peut entendre les tirs de l'armée ukrainienne sous lesquels nous nous sommes retrouvés ces jours-là, à Sakhanka, et qui sont censés, d'après ICTV, ne pas avoir existé. Les pieds nickelés d'ICTV, il faut rajouter, je crois. Hein. Ouais. Là, c'est bien essayé, les gars, mais vous n'avez pas de chance. Vous auriez dû attendre que je publie ma vidéo avant d'ouvrir votre gueule, parce que là, face aux faits qu'on a vécu, filmé et publié, votre petite propagande, là, ça sonne un peu comme la Pravda soviétique, votre truc. Elle tombe à l'eau non épurée. Pas qu'un peu. Donc, suite à ces bombardements, et puis il y en a eu des nouveaux le 24 juin qui ont frappé Sakhanka et Komin-Ternovo cette fois-là. On a donc décidé de retourner sur place pour faire une série de reportages pour confirmer que c'est bien l'armée ukrainienne qui tire sur ces deux villages. Donc là, c'est l'article que j'ai publié ce matin, on mettra le lien aussi. Sur ces vidéos filmées à Sakhanka et Komin-Ternovo, les habitants, donc des civils, je le rappelle, confirment bien à visage découvert face caméra que c'est bien l'armée ukrainienne qui leur tire dessus et pas l'occupant russe qui n'existe que dans le cerveau malade des ultranationalistes et des dirigeants ukrainiens. Et s'il fallait une preuve de plus, pendant notre séjour, les camions de la Croix-Rouge sont venus avec des matériaux de construction pour aider les habitants à réparer leurs maisons suite au bombardement. Donc ces mêmes bombardements qui n'existent pas selon ICTV. Or, s'il n'y avait réellement pas de bombardement de la part de l'armée ukrainienne sur le village de Sakhanka, il n'y aurait pas de maisons endommagées ou détruites et donc aucune nécessité pour la Croix-Rouge de fournir de quoi les réparer. Ce qu'il fallait démontrer, Dr. Whitson. Oui, en plus, tu as poussé le sadisme de filmer les livraisons de la Croix-Rouge sur place. Donc, ils peuvent pas non plus contester ça. Voilà. Non, mais quand la propagande ukrainienne passe son temps à se prendre les pieds dans le tapis parce que c'est de la merde et que c'est de la propagande de bas étage mal ficelée, on en a encore la preuve. Voilà. Et puis si l'armée ukrainienne en est réduite à utiliser des méthodes de terroristes pour espérer gagner la guerre, en tout cas dans leur tête, c'est que niveau armement, c'est le désastre. On avait déjà assez fréquemment parlé de ces fameux mortiers Molotov de 120 mm, le broyeur de soldats, comme ils l'avaient surnommé les soldats ukrainiens. C'est pas parce qu'ils broient les soldats ennemis, c'est parce qu'ils transforment en steak haché les soldats ukrainiens qui l'utilisent. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces mortiers ont une fâcheuse tendance à exploser à la gueule des soldats ukrainiens qui les utilisent, justement. Donc, il faut savoir que ces mortiers, c'est la tentative de l'Ukraine de se passer des mortiers de 120 mm d'époque soviétique, qu'ils ont toujours. Donc, ils ont décidé de concevoir leur propre mortier. Alors, à chaque fois qu'il y a un incident, ils disent que c'est pas la faute du mortier. Chaque fois, ils disent que c'est des violations des normes de sécurité, moi, je trouve ça un peu inquiétant quand même. À force, avec le bouche à oreille, je pense qu'il faut pas qu'ils viennent se plaindre après que les gens se barrent, fuient le front. Oui. Non, mais franchement, puis je veux dire, rien que le fait, j'ai vu qu'une des fois où ils ont dit que l'explosion était due à un double remplissage. C'est-à-dire les mecs ont mis 2 obus soi-disant dans le mortier. Je rappelle que les mortiers d'époque soviétique sont vaccinés contre ça, c'est-à-dire qu'ils ont un système qui empêche. Oui, qui interdit, Qui interdit le double remplissage. Donc vous avez tenté de faire mieux que le machin communiste et vous avez fait de la merde. Vous avez fait un tube de mortier qui est pas foutu de faire aussi bien que le mortier soviétique. Je dis ça, voilà. Soviétique, pas russe, C'est-à-dire que c'est antérieur à 91, C'est-à-dire que le truc il est déjà connu depuis déjà presque 30 ans quand même, mine de rien. En fait, les soviétiques ont réglé ce problème-là pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que justement, il y avait souvent des doubles remplissages. Et donc, ils ont fini par trouver un mécanisme qui empêche ce double remplissage. Donc, je vais dire, c'est connu depuis la Seconde Guerre, quoi.
fait plus de 70 ans. Youhou, on va peut-être se réveiller là quand même, si vos ingénieurs sont pas foutus de faire aussi bien que les ingénieurs soviétiques de 1940-1950. Je pense qu'il est temps d'en tirer 2-3 leçons, quoi. Ah oui, c'est minimum, oui. Voilà. Enfin, de la part des Ukrainiens... Voilà. Donc bah là, le dernier incident en date, c'était cette semaine. Hein, donc un de ces mortiers Molot a sévi sur un terrain d'entraînement près de Rovno en Ukraine, donc Ukraine du nord-ouest. Donc là, de nouveau, hein, ils essaient de faire porter la responsabilité aux soldats en disant qu'ils n'ont pas respecté les consignes de sécurité. L'explosion de l'obus de mortier a tué en tout 4 soldats, on a blessé 4 autres. Le premier bilan faisait état de 3 morts, mais finalement, il y en a un qui est mort de ses blessures. Donc c'est un carnage qui a poussé Kiev à suspendre les exercices avec ses mortiers jusqu'à la fin de l'enquête. Et il n'y a pas que l'armement ukrainien qui est défaillant, c'est ça qui est pire. C'est que l'armement américain qui est fourni est lui aussi de mauvaise qualité. Ah. Vous vous souvenez tous des petits blindés saxons qui franchissaient pas des petites buttes de sable là, hein, ah oui. Des petites buttes de terre, hein, voilà. Ouais. Vous vous souvenez que les USA, ils ont dit « Oh, on va vous filer des javelines !» Ils n'ont pas précisé la date de fabrication. Ouais, c'est ça. Hein, parce que lors d'entraînement avec les fameux javelines fournis par les USA, il s'est avéré que ceux-ci sont défectueux. La lettre d'un bureau d'études ukrainien a fuité. Et dans cette lettre, ils indiquent que ça vient du fait que les javelines fournies auraient dépassé la date d'expiration, ce qui rend les moteurs et la propulsion des missiles beaucoup moins fiables. Hein. Donc c'est comme pour l'histoire des boucs, hein, dans le cas du MH17, hein, dont on parlait de ces boucs qu'au-delà de 25 ans, normalement on ne doit plus les utiliser parce que la propulsion, le mélange de propulsion devient instable. Bah, c'est pareil pour les javelines, hein, je veux dire. Il n'y a pas de miracle. Hein. Tous ces trucs propulsés, c'est toujours plus ou moins les mêmes composants et donc une même tendance à se dégrader avec le temps. Hein, voilà. Donc la lettre indique la raison de la défaillance des javelines provient de problèmes touchant les moteurs et la propulsion de certains systèmes. Il a été mis en évidence que la durée d'exploitation prévue par le producteur avait expiré, mais avait été prolongée par une décision spéciale avant la fourniture à l'Ukraine. C'est encore mieux, c'est-à-dire que les machins sont pourris, mais avant de les fourguer à l'Ukraine, on dit non, mais c'est bon, en fait, ils peuvent tenir encore X temps de plus. Le chef du bureau d'études en question a déconseillé d'utiliser les javelines au combat parce que les moteurs de ces systèmes nécessitent une vérification supplémentaire, faute de quoi des militaires ukrainiens pourraient être tués. Hein, donc, tués, même pas blessés, hein, parce que faut quand même se rendre compte. Si le truc explose, parce que c'est-à-dire, le problème, c'est que ça risque de faire comme les boucs qui sont trop vieux, les missiles boucs qui sont trop vieux, c'est-à-dire juste après le lancement, le moteur en fait explose, c'est-à-dire ce qui sert à le propulser en fait est tellement instable que ça pète juste après le lancement. Donc le javelin, c'est un machin assez grand, hein, quand même. Hein. Oui, puis c'est censé détruire un char, hein, quand même. Oh là. C'est censé détruire un char, donc vous imaginez si ça pète à quelques mètres d'un soldat, enfin le mec il est foutu, quoi, il a aucune chance. Bien entendu, le Conseil de sécurité et de défense nationale ukrainien a qualifié d'intox cette lettre publiée sur le net, hein, en disant que c'était les services secrets russes qui avaient balancé ce truc. Mais bon, après les blindés saxons qui franchissent pas une simple butte, moi je trouve pas étonnant que Washington ait fait comme les Anglais et fourgué des armements périmés ou merdiques à l'Ukraine. Hein. C'est pas la première. Hein. Ouais. Moi, je me souviens que les Ukrainiens s'étaient plaints à plusieurs reprises. On en avait même parlé dans un site web il y a quelques mois en arrière de la qualité merdique de l'équipement militaire américain qui avait été fourni à l'armée ukrainienne. Ouais. Hein, les mecs s'étaient plaints, ils avaient souligné un certain nombre de défauts. C'était pas une lettre transmise par les services secrets russes. Hein, non, c'était les soldats ukrainiens eux-mêmes qui se plaignaient. Et puis, ils ont l'armement qui marche pas, puis ils ont de l'armement qui marche. Puis celui qui marche en Ukraine, ils le vendent à la RPD. Je vous jure, c'est vrai. C'est Edouard Bassourine qui a présenté ça hier. Il a montré 2 mitrailleuses qui font partie d'un lot complet d'armement que nos troupes ont acheté à l'armée ukrainienne. Bassourine a tenu à montrer les numéros de série des armes pour que les autorités ukrainiennes puissent elles-mêmes vérifier dans leur liste d'où viennent ces armes et remonter ainsi la petite filière de corruption qui sévit dans ces unités. Et le truc bizarre, c'est que ces numéros de série correspondent à des armes qui sont mentionnées dans un rapport du SBU qu'on a réussi à se procurer. Et où elles sont marquées comme manquantes dans la zone de l'opération interarmée. Donc c'est un rapport qui a été adressé à Poroshenko pour l'informer de la corruption galopante qui règne dans les unités de l'armée ukrainienne présentes sur le front. Et qui cite ces armes manquantes comme preuve. Bon, c'est plus la peine de les chercher, vous savez où elles sont passées. Mais comment les soldats ukrainiens osent faire de la concurrence à Porky ?
C'est quand même fou, ça. Ouais. Donc d'après le document du SBU et ce qui a été confirmé par Bassourine, la RPD a récemment acheté à l'armée ukrainienne ainsi des dizaines de mitrailleuses, de pistolets, de lance-grenades, de fusils de sniper, de stations de reconnaissance au sol portable, etc., etc., etc. Bon, il a dit je vais pas vous amener tout le stock parce que ça va un peu encombrer la salle de conférence, mais bon. Voilà. Donc, quand il y en a qui me demandent mais comment vous faites pour avoir autant d'armement, parce qu'en fait le seul armement qui marche en Ukraine, ils nous le revendent en fait. Oui, du coup, quand il y a des conflits, enfin quand il y a des accrochages sur le front, bah c'est pas bon pour les Ukrainiens, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà. Non mais bon, ça me fait voilà. Non, et quand je dis qu'on a peut-être même des chances d'arriver à les acheter les javelines, parti comme ça. Oui. En bon état, ceux-là. Hein, Oui, voilà. Hein. Résultat, avec toutes ces conneries, hein, ils n'ont pas le moral, hein, bien entendu, les soldats ukrainiens. Donc, soit ils désertent, soit ils se suicident. D'après un rapport du procureur général militaire ukrainien, hein, ce cher Mathios, adressé au chef de l'état-major Mouchenko, rien que depuis le 1er janvier 2018, 504 soldats des forces armées ukrainiennes se sont barrés sans autorisation de leurs unités, soit 17% de plus que pour l'ensemble de 2017. On n'est qu'au mois de juillet, hein. Non, mais le bouche à oreille doit faire certainement beaucoup d'effets. Oui, les gens se rendent compte qu'ils vont aller à la boucherie, alors ils prennent la tangente avant que ça arrive. Hein. Voilà, et même les unités d'élite sont touchées, avec 119 déserteurs dans la 79e brigade d'assaut aéroportée, hein, c'est-à-dire l'équivalent des VDV russes. C'est d'élite. Hein. Voilà. 111 dans la 80e brigade d'assaut aéroportée, 79 dans la 25e brigade aéroportée et 92 dans la 81e brigade aéroportée. Donc c'est pas la brigade de base, je veux dire ça va devenir l'élite de la poudre d'escampette. Ouais, c'est ça. Bon, faut dire qu'en plus des raisons habituelles de déserter, la faillite totale de l'État ukrainien à assumer ses obligations envers ses soldats aggrave la situation. Par exemple, malgré l'obligation légale de réhabilitation psychologique de tous ces soldats, seuls 0,1% y ont effectivement eu droit. 0,1%. C'est même pas 50, quoi. C'est 0,1%. C'est véridique. Hein. Donc, résultat, bien entendu, les soldats ukrainiens se suicident quand ils n'en peuvent plus. La 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes, hein, qui je rappelle est stationnée vers Mariupol, justement, hein, qui est en face de là où moi j'étais à Sakhanka il y a 10 jours, détient la palme en ce domaine avec plus de 30 tentatives durant le trimestre écoulé. Donc ça fait 10 par mois. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait... Les gens qui tentent de se suicider ou qui se suicident sont probablement les bougres les moins agressifs. Les moins tarés, ouais. C'est ça. Ils sont désespérés de voir cette ineptie absolue, cette boucherie. Tous les crimes, etc. Ouais. Et malheureusement, sur les 30, il y en a 19 qui sont morts. Donc il y en a 19 qui ne se sont pas loupés, quoi. Donc, les 2 tiers quand même. Hein, voilà. Et ça, c'est juste une brigade. C'est une. En un trimestre. En 3 mois. Voilà, bien replacé. Hein. On va parler maintenant justement de tout ce qui est criminel. Puisqu'on avait parlé de ce verdict du 22 juin du tribunal populaire ukrainien, hein, qui avait frappé principalement le gouvernement de Kiev. Hein, ils avaient rendu un verdict de prison à vie et confiscation des biens contre Poroshenko, Avakov, Poltorak, enfin toute la clique. Et il y a eu une deuxième séance de verdict le 2 juillet. Donc là a été communiquée la sentence concernant la culpabilité d'autres personnalités ukrainiennes qui jouent un rôle important dans la guerre qui se déroule actuellement dans le Donbass. Et c'est une info importante. J'aimerais bien que les gens vraiment écoutent jusqu'au bout. Parce qu'il semble que les gens du tribunal populaire ukrainien, ils ont la même idée que toi et moi sur qui devrait être jugé pour tous les crimes qui sont commis dans le conflit actuel. Puisque les principales cibles de ce deuxième round de condamnation sont les oligarques et les membres du bureau du procureur général ukrainien, mais aussi les journalistes. Un remake de la condamnation de Julius Streicher. Écoute, ça devrait donner des idées quand je dis qu'il faudrait les mettre sur le banc des accusés, ceux-là. Par contre, lui, il a été pendu, hein, il faut le rappeler, hein, il a été pendu. Voilà. Hein. Eux, ils ont eu encore des peines qui sont
encore pas trop méchante, mais qui devrait, je pense, faire réfléchir un certain nombre de journalistes quand même. Donc après Poroshenko, comme je le disais, Avakov, Turchinov, Groisman et Paroubi, donc le tribunal populaire ukrainien s'est penché sur la responsabilité de Dmytro Yarosh, hein, qui, je rappelle, est l'ancien chef de secteur droit, hein, les mecs avec une crampe au bras droit là, hein, et qui est toujours député à la Rada. Mais aussi d'oligarques comme Igor Kolomoïski, ce cher Kolomoïski, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, hein, monsieur le financier de bon nombre de bataillons néo-nazis et groupes armés illégaux en Ukraine, Sergei Taruta, qui fut gouverneur de l'oblast de Donetsk de mars à octobre 2014 et depuis député à la Rada, en plus de son activité d'homme d'affaires, hein, il a du temps ce monsieur. Ont aussi été visés des membres ou ex-membres du bureau du procureur général ukrainien, comme Oleg Magnitsky, hein, qui est toujours conseiller de Porky et ex-procureur général ukrainien par intérim, Vitaly Yarema, qui fut lui aussi procureur général ukrainien par intérim, Viktor Shokin, Yuri Sevruk, et enfin Yuri Lutsenko, hein, qui est le procureur général ukrainien actuel. Et donc il y a eu aussi des journalistes, deux qui ont été inculpés et condamnés, à savoir Yuri Artemenko, qui est président du Conseil national ukrainien de la télévision et de la radio, et Alexei Matsuka, qui est rédacteur en chef du site d'information pro-ukrainien Novosti Donbassa, qui veut dire Nouvelles du Donbass. Donc le verdict qui est tombé le 2 juillet a eu après des délibérations à huis clos. Il faut savoir que les condamnations des membres du gouvernement, eux, avaient eu lieu en mode public. Donc là, c'est fait à huis clos. Les peines vont de 3 ans d'emprisonnement jusqu'à la perpétuité avec confiscation des biens des condamnés. Donc ça fait 10 condamnés qui portent le total à 18 personnalités ukrainiennes condamnées par contumace par ce tribunal populaire ukrainien. Je rappelle que comme pour les premières condamnations, elles ont été faites en regard du code pénal et du droit ukrainien ainsi que du droit international. Donc c'est pas contestable, hein, je veux dire, voilà. Alors le plus sévèrement condamné lors de ce deuxième verdict, sans grande surprise, ça a été Igor Kolomoïski, hein, qui a été condamné comme les membres les plus importants du gouvernement ukrainien à la prison à vie avec confiscation de ses biens. Bon, faut dire qu'il détient le palmarès, hein, en termes de nombre d'articles de loi violés, hein, avec 10 articles du code pénal ukrainien à lui tout seul. Oui, mais attends, de toute façon, tu vas avoir un jour, BHL va dire, comme il a dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas de néo-nazis en Ukraine, il n'y avait pas de sionistes juifs ukraino-israéliens qui financent les néo-nazis, hein. Ouais, non, il va pas le dire, ça. Il peut raconter ce qu'il veut, BHL, il finira avec son petit Igor sur le banc des accusés. Donc, ce cher Kolomoïski a été condamné, entre autres, hein, pour abus de pouvoir, déclenchement d'une guerre, création de groupes paramilitaires illégaux, leur financement, complicité de banditisme, etc., etc. Il est suivi par Dmytro Yarosh, hein, donc, qui a été donc dirigeant de secteur droit et qui est toujours très impliqué avec les formations paramilitaires ultranationalistes. Lui, il a écopé de 12 ans de prison pour complicité d'actes terroristes. Voilà. Vient ensuite l'autre oligarque, Sergei Taruta, qui lui a été condamné à 10 ans de prison pour dissimulation de crimes, abus de position officielle, création de groupes paramilitaires illégaux, le financement et approvisionnement de ces mêmes groupes. Ensuite, à égalité avec lui, viennent le procureur général ukrainien actuel, Yuri Lutsenko, et les ex-procureurs généraux Yarema et Magnitsky, qui écopent de 10 ans de prison pour dissimulation de crimes, abus de position officielle, arrestation et détention illégale, etc., etc. Pour ces mêmes crimes, Shokin écope de 8 ans de prison et Sevruk de 6 ans d'emprisonnement. Donc eux, ils avaient été procureurs pendant un peu moins longtemps, donc ils ont eu le temps de faire moins de merde, donc ils écopent d'un peu moins de punition. De punition. Donc restent les deux derniers condamnés, donc nos deux journalistes, Artemienko et Matsuki. Alors, je sais que bon, certains peuvent penser que leur présence est un petit peu incongrue de prime abord, mais il n'en est rien, hein. On l'a souvent dit, toi comme moi, que les journalistes ont joué et jouent encore aujourd'hui un rôle majeur dans cette guerre, pour le meilleur mais aussi et surtout pour le pire, entre dissimulation d'informations sur des crimes de guerre et propagande éhontée pour les actions de Kiev, y compris les plus sanglantes. Les journalistes pro-Kiev ont permis et permettent encore à cette guerre de continuer depuis plus de 4 ans en cachant au public ce qui se passe réellement. Donc cette première condamnation de 2 journalistes pour leur
leurs appels constants à lancer puis à mener une guerre extrêmement sanglante contre la population du Donbass, ainsi que pour leurs actions visant à entraver le travail d'autres journalistes, devraient faire réfléchir leurs confrères qui se croient à l'abri pendant qu'ils débitent leur propagande anti-russe permanente, à peine à exterminer la population du Donbass ou à relancer la guerre. Pour ces crimes, Artemienko a été condamné à 7 ans de prison et Matsuka à 3 ans. Des peines à utiliser comme exemple pour les autres journalistes, et pas que les journalistes ukrainiens, qu'il faudra un jour juger à ce fameux tribunal de Nuremberg 2, qu'on appelle depuis longtemps à avoir lieu, concernant le conflit du Donbass, parce qu'ils ne sont pas les seuls à porter une part de la responsabilité du prolongement de ce conflit et donc de la mort de civils innocents. Donc, je pense que ce serait peut-être bien, tu vois, les Volochine, les Paul Gogo et autres tarés qui nous ont servi la soupe de Kiev depuis plus de 4 ans. C'est ça. Trouvez-vous un bon avocat. Moi, je vous le dis, ces peines-là, c'est du pipi-chat. Si moi j'étais procureur, je vous condamnerais aux mêmes peines qu'un Kolomoïski. Parce que ce que vous avez fait, ce que vous faites encore... Ça s'appelle la dissimulation de crimes de guerre. Ça s'appelle de la propagande, de propagande de guerre. Ça s'appelle appel à... Incitation, encouragement au peuple à accepter des actes de guerre criminels. Incitation au génocide, parce que pendant que vous appelez à exterminer l'occupant russe qui n'existe pas, à part dans votre tête, je veux dire, ce que vous appelez en réalité à exterminer, c'est la population du Donbass, c'est des civils. C'est ça. Je vous rappelle comme ça vite fait. Si on regarde l'évolution de la situation en Ukraine, malgré les prétentions de Kiev à rejoindre l'Union européenne en tant que démocratie, ce mot ne veut plus dire grand-chose à l'heure actuelle. Le problème, c'est que quand on voit l'indice de sécurité physique des journalistes en Ukraine, ça coince un peu, là. On n'est pas vraiment dans la norme européenne. On a un nombre assez alarmant d'agressions contre des travailleurs de médias dans le pays depuis le début de l'année. Donc en 6 mois, on en est quand même à 45 agressions physiques contre des journalistes enregistrés en Ukraine. Et là, ça, par contre, c'est pas des journalistes qui servent la soupe à Poroshenko, ça, certainement. Donc, selon l'Union des journalistes d'Ukraine, 22 cas d'agression physique contre des représentants de médias ont été enregistrés rien qu'entre avril et juin. Et au total, donc depuis le début de l'année, en un semestre, on est à 45 incidents. Donc, ça fait un peu c'est assez beaucoup, violent, quand même. Ouais. Dans tous les sens du terme. Je rappelle quand même que près de 20 journalistes sont morts dans le pays, donc si on inclut l'Ukraine plus le Donbass, depuis le début 2014. On en est quand même, ça fait un peu beaucoup là quand même. Ce serait peut-être temps de vous réveiller les enfants. D'ailleurs, j'ai vu passer vite fait une information avant qu'on fasse le site rep. Il semble que des unions, des syndicats de journalistes italiens veulent poursuivre l'Ukraine pour le meurtre d'Andrea Rocchelli, donc ce journaliste qui avait été tué près de Slaviansk dont on avait parlé. Donc il semble qu'il y ait des gens qui soient prêts à se mobiliser pour traîner l'Ukraine devant la justice. Donc c'est très bien, faites-le. C'est très bien, les amis italiens, là, faites-le. Il faut traîner Kiev devant les tribunaux. Ce qu'ils ont fait est inadmissible. Ils voyaient très bien sur quoi ils tiraient. Je rappelle qu'ils ont tué Andrea Rocchelli, son interprète, et qu'un journaliste français a été grièvement mutilé. Suite à ces bombardements. Donc on a eu 2 morts et un blessé grave quand même. Donc c'est pas du tout, c'est pas du tir au pif et puis pas de chance ils étaient là. Non. Sur le plan économique, c'est pas beaucoup mieux. En raison de la hausse des prix du gaz, les livraisons de chlore ont été stoppées en Ukraine, ce qui menace le processus de désinfection de l'eau potable, et donc risque de paralyser l'approvisionnement en eau de certaines régions du pays. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que l'unique usine de chlore de l'Ukraine a dû se mettre à l'arrêt. Parce que, à cause de la hausse des prix du gaz, elle ne peut plus continuer à travailler. Voilà, mais là, c'est catastrophique. Si les gens reçoivent plus d'eau potable, parce que c'est la seule eau à peu près accessible financièrement à des revenus modestes. Ça veut dire que les gens seront... Déjà que l'eau,
un peu partout dans l'ex-espace soviétique, même l'eau dite potable, souvent les gens la boivent pas parce qu'elle contient quand même de la merde, des métaux lourds, des machins. Enfin, elle est vraiment pas top. Elle est pas aux normes européennes. Hein. Mais alors là, si en plus ils peuvent même plus la désinfecter à coups de chlore, enfin bon là, comment vous dire. Ouais, c'est un des indices de l'effondrement de l'Ukraine. Hein. De l'Ukraine, hein. Donc là, d'après ce qu'ils ont dit, cet arrêt des livraisons de chlore crée une situation extrêmement difficile chez les entreprises ukrainiennes, donc qui s'occupent de toutes les canalisations qui amènent l'eau, hein, parce qu'ils doivent désinfecter l'eau potable. Bah oui. Dans certaines de ces sociétés, les réserves de chlore ne suffiront que pour 7 à 20 jours, donc pour 1 à 3 semaines grand maximum. Si les livraisons de chlore ne reprennent pas, l'approvisionnement en eau potable de certaines régions ukrainiennes sera limité dès la semaine prochaine et sera totalement stoppé dans certaines localités. Donc il y a des gens qui vont se retrouver sans eau potable en Ukraine. Donc je rappelle qu'il y a quand même des villes comme Mariupol ou certains quartiers de Kiev où il y a déjà plus d'eau chaude parce que l'Ukraine a des dettes ils ont des dettes de gaz qui sont impayables. Donc maintenant, en plus, ils vont se retrouver sans eau potable tout court. Donc je vous raconte pas, vous allez vous taper des épidémies de choléra, oui, c'est sûr. de dysenterie, toutes ces charmantes petites maladies hein, qui sont ramenées par de l'eau qui est pas buvable, hein, qui est pas potable. Mais il n'y a pas déjà une épidémie de rougeole qui traîne depuis des... Si, ils ont une épidémie de rougeole en Ukraine, c'est monstrueux. Ils ont des morts, d'ailleurs, C'est des gosses, hein, c'est des enfants hein, qui sont le plus nombreux. Donc là, t'imagines si en plus il n'y a plus d'eau potable dans certaines régions. Alors quand je vous dis que l'Ukraine se somalise, que ça devient la Somalie aux portes de l'Europe, et que les gens me disent que je raconte de la merde, un pays où ils peuvent même plus produire de chlore à cause de la hausse des tarifs du gaz. Vous trouvez ça bien? C'est normal? C'est pas la Somalie, ça? Vous n'avez pas une somalisation en direct, l'effondrement en direct d'un pays? Je rappelle que l'Ukraine, c'est quand même un des modèles d'effondrement qu'étudie Dimitri Orlov, qui est quand même le collapsologue en chef, hein, qui est quand même l'analyste spécialiste de tout ce qui est effondrement de pays. Hein, il va nous sortir une analyse dans pas longtemps à partir de ça. Hein, ça c'est sympa. Voilà. Donc il te dit lui-même hein, que l'Ukraine, c'est vraiment le modèle type. C'est le pays que tu peux étudier en temps réel pour voir ce que c'est que l'effondrement d'un pays. Voilà. Donc ça, c'est typiquement une des phases. Voilà. Hausse du prix du gaz, ils ne peuvent plus produire de chlore, ils ne peuvent plus désinfecter l'eau. Les gens vont se retrouver sans eau potable. Et vous allez vous retrouver avec des épidémies de choléra et de dysenterie aux portes de l'Europe, dans une population qui, je le rappelle, a le droit de venir en Europe sans visa désormais. Ça va être sympa. Hein, les petites épidémies de choléra en Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, les pays voisins, vous allez adorer. Et sur le plan politique, c'est pas mieux non plus, puisque Tymoshenko, blondie, hein, je rappelle qui est favorite hein, pour les élections présidentielles ukrainiennes de 2019, met en garde surtout les partenaires européens hein, contre le fait que Poroshenko s'apprêterait à relancer la guerre dans le Donbass pour geler le processus électoral en imposant la loi martiale. Elle a dit, je cite, « En principe, Poroshenko ne veut pas organiser d'élections. Pour cette raison, il a démarré un processus de négociation intense avec ceux qui dirigent prétendument la RPD et la RPL, en fait ceux-là même qui ont occupé une partie de l'Ukraine et du Donbass. Bon, ils n'occupent rien, ils sont d'ici, hein. Connasse, mais bon, c'est pas grave. » Donc ça, c'est ce qu'elle a déclaré dans une vidéo postée sur YouTube. Selon sa déclaration, le chef de l'État voudrait donc relancer une grande guerre dans la région. Il voudrait que des territoires supplémentaires soient occupés, que tout brûle, que la guerre prenne de l'ampleur et atteigne son plus haut niveau, grâce à quoi il pourrait ainsi décréter la loi martiale dans le pays afin de faire annuler la prochaine présidentielle. Bon, elle n'est pas la première à y avoir pensé, hein, on y a pensé avant elle. Hein, et elle a mis en garde Poroshenko en lui disant que s'il décidait d'emprunter une telle voie pour se maintenir au pouvoir et ne pas avoir à tenir de scrutin, le monde entier saura ce qu'il a fait au peuple ukrainien. Bon, en clair, si tu joues à ce jeu-là, je te balance auprès de tous les curateurs, donc Washington, Bruxelles, tout ça. Je rappelle que pour l'instant, la présidentielle en Ukraine est fixée au 31 mars 2019. Porky a le droit de briguer un second mandat, mais il n'a toujours pas fait part de ses intentions. Bon, faut dire qu'il est très mal placé, je crois qu'il a à peine 4% d'intention de vote. Alors que Tymoshenko, elle est créditée de 13%, ce qui en fait la plus populaire des candidats à ce jour. La plus populaire avec 13%. Oui. Ça vous donne déjà... Voilà, elle s'est déjà portée candidate, hein. Elle a déjà dit qu'elle voulait devenir calife à la place du calife.
Et alors Poroshenko, il s'est fait allumer. Alors c'est pendant ce temps-là à Kiev, hein, on retrouve notre clown en chef Porky qui s'est fait allumer sur Twitter après avoir célébré donc le jour de la soi-disant libération de Slaviansk des Kramatorsk, qui en réalité est le jour de l'occupation de Slaviansk et de Kramatorsk par l'armée ukrainienne. Donc il s'est lancé dans une tirade dithyrambique dans laquelle il a écrit que les habitants de ces villes étaient désormais libres et se sentaient maîtres de leur terre. Donc je vais vous traduire son tweet délirant. Aujourd'hui, les habitants de Slaviansk et Kramatorsk se sentent comme des citoyens ukrainiens libres et les maîtres de leur terre natale. Il y a 4 ans, nos courageux défenseurs ont ramené la paix dans ces villes, gloire aux soldats ukrainiens. Bon, il s'est quand même fait assez rapidement alpaguer par les utilisateurs du réseau social qui l'ont recadré. Certains lui ont rappelé qu'en 4 ans, aucun des habitants de ces localités n'a adhéré à la politique de Kiev. Il y en a même un qui a écrit, c'est précisément d'ailleurs pour ça que les gens de l'ouest de l'Ukraine sont encore amenés ici pour nous tirer dessus parce que les habitants ne supportent pas les autorités terroristes de Kiev. Certains sont permis de lui rappeler la Crimée, histoire d'enquiquiner. D'autres ont critiqué le chef de l'État en lui demandant comment il osait dire que les habitants de ces villes sont libres, en rappelant que l'État ukrainien et les forces armées qui sont présentes sur place essayent de les forcer, entre autres, à porter la chemise traditionnelle ukrainienne et puis à célébrer la libération de leur ville, alors que c'est une occupation. Enfin, tu vois, c'est la novlangue totale, mais bon, ça marche pas très bien. C'est même du déni de réalité, de toute façon. Complet. Et un autre a même allé plus loin en écrivant que Kiev était et sera toujours une ville russe. Ouais. Voilà. Et un autre a posté une image d'un chien qui recule devant une fleur aux couleurs du drapeau ukrainien. Je pense que ça se passe de commentaires, c'est très clair. Hein. C'est peut-être pour ça qu'après, Porky, il a pété une durite et il a écrit à Facebook pour demander à ce que Facebook censure tous les posts qui sont faits depuis les RPD et les RPL et qui ne sont pas pro-Ukraine. Bah, il risque de l'obtenir en plus, parce que Facebook montre de plus en plus son accointance. Ouais, enfin là, s'ils font ça, ils vont avoir quand même un très gros problème là. Oui, mais je pense pas que ça va les faire reculer, parce que je veux dire, il y a pas mal de lanceurs d'alerte, d'animateurs de médias alternatifs qui se sont fait déjà éjecter de Facebook. Oui, mais ils peuvent pas le faire trop ouvertement au point que Poroshenko voudrait. Lui, il voudrait carrément que tous les posts venant de zones des RPD, des RPL, c'est 4 millions de personnes quand même, introduits. Ouais. Hein, Facebook peut museler 1 ou 2 médias, 1 ou 2 personnes, par-ci par-là, mais 4 millions de personnes d'un coup, ça va être un petit peu visible quand même. Et puis en plus, je veux dire, à l'heure des VPN, je pense que Facebook se rend bien compte que... Je veux dire, de même que les gens en Ukraine arrivent à accéder à Contact malgré le blocage, les gens d'ici pourront se faire passer pour des gens de Pékin, de Moscou ou de Paris assez facilement pour contourner la censure. Donc Facebook va pas se foutre 4 millions d'utilisateurs potentiels à dos. Je sais pas. Moi j'en arrive à l'idée qu'ils en sont plus à ça près maintenant. Ouais, si, quand même, parce que bon, je veux dire, ils sont déjà pas mal dans la tourmente, ils ont eu déjà quand même pas mal de scandales, entre autres avec Cambria Analytics, là. Hein, ils ont fait leur petit mea culpa en public. Bon, tu vois bien quand même que, bon, ils sentent que ça commence à monter dans les trucs alternatifs et qu'il faut quand même pas trop qu'ils jouent avec leurs utilisateurs, tu vois, tu peux bloquer un mec ou deux, faire fermer une page de médias comme nous on avait eu notre agence, la première page Facebook de notre agence avait été censurée par Facebook, mais comme nous aussi, comme moi aussi d'ailleurs, pareil. Voilà. Mais tu peux pas faire ça de manière aussi massive que ce que voudrait Poroshenko, quoi, parce que là ça serait un petit peu trop visible, tu vois, tu peux censurer un La Soral ou un Dieudonné ou un machin, ouais d'accord, tu vois, tu peux censurer une agence de médias par-ci par-là, tu peux pas faire ça à échelle industrielle, tu fais ça à échelle industrielle, tu te fais allumer, quoi. Tu te fais allumer, et le risque qu'ils ont, c'est que les gens migrent massivement vers les alternatives comme Contact, surtout dans cette région-là quand même, hein, on est dans une zone russophone où les gens utilisent beaucoup Contact comme les Russes. Donc s'ils veulent pas que les mecs ils passent définitivement à la concurrence qui s'utilise déjà, même partiellement, ils peuvent pas trop jouer à ça, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'est ça la situation. Donc on a un calme relatif. Je pense que ça va rester calme jusqu'à la fin de la Coupe du Monde.
On va voir après, puisqu'il va y avoir la rencontre entre Trump et Poutine le lendemain de la fin de donc le lendemain de la finale. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça donne lieu pour l'instant à beaucoup de spéculations, beaucoup de blabla. Il semble que Trump ait demandé à rencontrer Poutine en tête-à-tête. Donc il a demandé, semble-t-il, à ce qu'il n'y ait aucun autre Américain avec lui à la rencontre. Bon, donc on verra. On va voir. On va voir ce que ça donne. Et puis, donc, ce que certains ont noté aussi, c'est que cette rencontre aura lieu à la veille de l'anniversaire du crash du MH17. Le 17 juillet 2014. Juillet 2014. Donc, ouais, il y a des petites choses qui bougent. Pour l'instant, donc, je travaille sur certains gros projets qui vont prendre un peu de temps, qui vont, j'espère, aboutir. Donc que les gens s'affolent pas s'ils me voient poster un petit peu moins, c'est que je travaille sur beaucoup de choses en même temps et que je peux difficilement être au four et au moulin en même temps. Voilà, on fera de toute façon des retours à Saranka. On a des missions humanitaires prévues là-bas pour compléter ce qu'a fait la Croix-Rouge. Et donc voilà. Il y aura encore des déplacements et de nouvelles vidéos à venir. Alors à samedi prochain, Christelle. À samedi prochain. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci. Au revoir. Toi aussi.